Je vais rapidement présenter l'orateur de ce jour, donc sur la semaine du développement durable, Jean-Marie Tarascon. Donc, c'est un scientifique français spécialiste de la chimie du solide et de l'électrochimie. Donc, il est professeur au Collège de France à la chaire chimie du solide et énergie. Donc, il a fait une maîtrise génie chimique à l'université de Bordeaux, une thèse doctorat et sciences aussi à l'université de Bordeaux. Et puis, il est parti aux États-Unis en 81 en chercheur postdoctoral à l'université Cornell. C'est une des Ivy League University de l'Est des États-Unis. Et après, il est resté plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, comme chercheur au laboratoire Bell. Ce sont des laboratoires extrêmement célèbres. Un grand nombre de découvertes en technologie sont reliées à ces laboratoires. Et je me suis laissé dire que dans ces laboratoires, quand vous étiez engagé, on vous laissait toujours une demi-journée ou quelques heures par semaine pour faire ce que vous pensiez être intéressant. C'est juste, Jean-Marie ? Oui, c'est ça. Donc, il trouvait que ça poussait la curiosité, ça développait l'indépendance de pensée et de pouvoir avoir un temps réservé pour faire ce qu'on a envie de faire, que ce soit en sciences ou autre chose. Après, il est revenu en France et il était professeur à l'université de Picardie, Jules Verne, à Amiens. Et c'est là qu'il a publié des articles pionniers dans Nature, etc., sur les batteries. Et donc, il a continué ses recherches dans ce domaine, et puisqu'il a été nommé après, en 2014, au Collège de France. Donc, Jean-Marie, je m'arrête ici. Merci beaucoup de ta venue et de cette présentation. Et je t'en prie, s'il te plaît. Écoutez, mon cher collègue, d'abord, merci de cette introduction. Et pour moi, c'est un très grand plaisir, d'ailleurs, d'être parmi vous, pour essayer directement de communiquer avec vous cette fameuse problématique sur le stockage d'énergie et les batteries, qui sont aujourd'hui, je dirais, ou qui sous-tendent des problèmes sociétaux et planétaires très importants pour les générations à venir. Et effectivement, les batteries ou l'énergie sont au cœur de nos informations quotidiennes, et c'est la raison pour laquelle elles font la une des médias, comme vous pouvez le voir ici. Et tous les jours, vous avez des annonces dans les journaux pour témoigner de l'importance de ces différents facteurs. Et effectivement, cette énergie est au cœur de notre société, et c'est la raison pour laquelle certains journalistes, certains alarmistes, prétendent même que le water sera notre prochaine unité monétaire. D'où, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous dire ce qu'il y en est de tout ça, et surtout vous montrer la science qui a lieu dans ce domaine, pour, j'espère, vous inciter dans le futur à participer à cette aventure qui est la transition énergétique. D'où, pour faire cela, ma présentation va être structurée de la façon suivante. Je vais tout d'abord vous décrire la situation énergétique actuelle et quelles sont les conséquences pour la planète, en vous donnant des valeurs tangibles sur l'ampleur des challenges, de préciser les problématiques liées aux énergies renouvelables afin d'introduire les technologies de batterie. Et c'est là que la partie scientifique va arriver, où je vais vous montrer finalement quelle est l'innovation dans ce domaine, comment augmenter l'autonomie, comment augmenter l'éco-compatibilité, la durabilité, la seconde vie et simplifier le recyclage. Et c'est-à-dire que vous allez avoir une vue, j'espère, générale, relativement complète de toutes les questions que vous pouvez vous poser au niveau de ces batteries. Et enfin, je conclurai en partageant, je dirais, un message d'espoir que j'ai dans la science pour résoudre ces problèmes planétaires. Alors tout d'abord, je voudrais vous rappeler pourquoi nous en sommes ici aujourd'hui. Eh bien tout cela, c'est l'héritage des découvertes du XIXe siècle et des technologies qui en ont suivi. En effet, pendant de nombreuses années, l'être humain utilisait la biomasse comme seule source d'énergie, sans impact sur l'environnement, puisque dans ce cas, le CO2 qui était relâché, était, je dirais, resynthétisé ou récupéré via la photosynthèse. Et cela a duré jusque dans les années 1782, avec notamment
l'invention du moteur à vapeur par James Watt et la première locomotive à vapeur, et cela a marqué directement le début de la première révolution industrielle. Cette activité doubla avec, plus tard, à la fin du XIXe siècle, les inventions du moteur à combustion par Étienne Lenoir et également de l'électricité, qui ont entraîné toute une ribambelle de technologies, comme indiqué ici, dans le domaine des transports aériens, maritimes ou terriens. Et tout cela a conduit à une augmentation croissante des énergies fossiles, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui fait qu'à ce jour, on est en train de consommer 160 000 terawatts par an d'énergie, ce qui est l'équivalent en puissance installée de 18 terawatts. Et tout cela provient actuellement à 85% des énergies fossiles. Alors vous savez très bien que ces énergies fossiles, elles ne sont pas inépuisables. D'ailleurs, il y a de nombreux modèles basés sur les consommations actuelles, ainsi que sur la réduction des réserves découvertes, montrent ou prédisent qu'on aura pour 64 ans d'uranium, 230 ans de charbon, et ainsi de suite. Bien sûr, ces chiffres ne sont pas les plus justes à plus ou moins 50%, mais il quand même convie un message, c'est qu'en 200 ans, on a utilisé toutes les ressources que notre planète a mis des millions d'années à accumuler. Et ça, c'est un message important. Alors, ces énergies fossiles, bien sûr, elles vont conduire à de fortes émissions de CO2, et notamment, si je parle du domaine des transports, qui à ce jour constitue pour 30% des émissions de CO2, on a là une problématique. À ce jour, la concentration de l'atmosphère est aux alentours de 410 à 450 ppm. Et ces énergies fossiles ne sont pas, bien sûr, inépuisables. Et, comme vous pouvez le voir aussi, elles ont des conséquences sur l'évolution de notre planète, tant au niveau du réchauffement climatique, comme vous pouvez voir ici, qu'au niveau de la montée des mers. Les deux étant reliés par un simple effet de dilatation. Et cela se traduit finalement dans notre environnement avec la fonte des glaciers, avec l'acidité des océans qui se manifeste par le blanchiment des coraux, mais également par la montée des eaux. Et vous avez ici l'archipel des Maldives, dont la capitale est Malte, qui s'est entouré finalement d'une digue de façon à anticiper ces montées d'eau. Et on peut même prédire, ce que certains ont fait, c'est que dans les prochaines années, il y aura certainement, en dehors des réfugiés politiques ou des réfugiés de guerre, il y aura certainement des réfugiés climatiques, puisque l'on a 700 millions de personnes qui habitent à un niveau aux alentours de 10 mètres par rapport à celui du niveau de la mer. Donc voilà, si vous voulez, la situation actuelle. Alors comment cette situation évolue ? Vous savez tous que la population de la planète augmente. On va passer de 7 à milliards à 9 ou 10 milliards dans les années 2050. Le niveau de vie ou le standing ne cesse d'augmenter également. Le transport continue, je dirais, de s'étendre. D'où ça veut dire que si on continue la même façon d'opérer, dans ce cas, il nous faudrait 30 terawatts de puissance ou d'énergie installée dans les années 2050, bien sûr si on ne fait rien, mais ces chiffres seront plus bas grâce à tous les travaux qui se font au niveau humain actuellement, mais si on ne fait rien, ça veut dire qu'on aurait 600 ppm de CO2 en 2050, ce qui engendrerait un réchauffement climatique important. Donc voilà la situation. Alors bien sûr, la question c'est comment arrêter cette pollution incontrôlée. Et pour ce faire, il y a plusieurs, je dirais, scénarios. Le premier scénario, c'est qu'il va falloir, dans ce cas, regarder ou anticiper l'utilisation des énergies renouvelables, comme vous pouvez le voir ici. Et en effet, parmi ces énergies renouvelables, certaines sont très abondantes, comme le vent, ou comme, dans ce cas, le soleil, puisque notre planète pourrait fournir et fournit 10 000 fois l'énergie dont elle a besoin en seulement 90 minutes. Et aujourd'hui, grâce à des recherches, cette efficacité s'est fortement augmentée, puisqu'on a une efficacité de 20% sur les panneaux solaires et un coût
de l'électricité qui est de 3 centimes de dollars par kilowattheure. Bien sûr, cela ne prend pas en compte le stockage. Et ce qui est très important, c'est que ces énergies renouvelables eh bien, sont des énergies de flux par rapport à des énergies de stock que sont les énergies fossiles. Et vous savez tous que ces énergies sont intermittentes. C'est la raison pour laquelle, si on regarde, comme vous pouvez voir ici, la puissance d'un panneau solaire en fonction du temps, vous voyez qu'en ce cas, vous avez ce spectre qui est relativement bruité, c'est-à-dire qu'il y a une inhomogénéité dans l'électricité qui peut en sortir. D'où par conséquent, le challenge va être de diminuer ces variations, comment lisser ces fluctuations. Et pour cela, eh bien, on va arriver au problème du stockage d'électricité, c'est-à-dire que pouvoir stocker et réintégrer cette électricité dans le circuit ou dans les grilles lorsqu'on en aura besoin. Donc voilà, si vous voulez, un peu le scénario. Alors comment maintenant stocker cette énergie? Alors la plus simple façon que je peux voir, et que certainement vous partagerez, c'est tout simplement ce qu'on avait dans le bon vieux temps, c'est-à-dire que dans ce cas, on pourrait utiliser des éoliennes, des panneaux solaires, pour finalement remplir les réservoirs lorsque le soleil brille ou lorsque le vent souffle. Et ensuite, bien sûr, lorsque vous voulez prendre une douche, vous tournez le robinet, vous avez déjà emmagasiné l'énergie, et tout cela serait sympa. Alors bien sûr, il y a des élargissements de ces concepts, et un qui est en train directement de se développer aujourd'hui, c'est le projet hydroélectrique solaire de Valhall, qui est au nord du Chili, où là, eh bien, on profite d'une falaise de 600 mètres, au sommet duquel un panneau photovoltaïque a été installé pour, dans ce cas, eh bien, fournir toute l'électricité aux pompes pour remonter directement l'eau dans ces réservoirs qui, dans ce cas, eh bien, vont servir pour ensuite générer l'électricité qu'on a besoin et à la demande. Et dans ce cas, eh bien, on a des systèmes qui ont un coût relativement faible, puisqu'on passe de 7 centimes d'US dollars par kilowattheure. Mais la difficulté avec tout cela, eh bien, c'est que ces sites géographiques sont relativement limités. D'où, par conséquent, il faut des solutions, je dirais, plus efficaces pour faire cela. Parmi ces solutions, eh bien, une dont on va parler beaucoup maintenant, c'est le stockage électrochimique. Le stockage électrochimique, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la conversion d'énergie chimique en énergie électrique. Pourquoi? Parce qu'une molécule, ce n'est rien d'autre que des électrons. L'électricité, ce n'est rien d'autre que des électrons. Et on va avoir, dans ce cas, le même, je dirais, transporteur que sont les électrons. Et l'outil, ou le gadget qui fait cette transformation, c'est ce qu'on appelle les batteries. D'où ces batteries, vous les connaissez tous, et il y a plusieurs types de batteries que l'on peut classer dans ce schéma ici, dans lequel on trace la densité d'énergie en fonction de l'énergie spécifique, l'une étant en volume et l'autre étant en poids. Et vous voyez que vous retrouvez les technologies dont vous avez certainement entendu parler, les technologies au plomb, les technologies au nickel, et vous avez ici cette fameuse technologie à ion lithium qui a, je dirais, été la plus grande avancée en électrochimique au cours du siècle dernier. Et c'est ces batteries que vous avez tous dans vos téléphones portables, dans vos ordinateurs, dans les véhicules électriques, et ainsi de suite. Et bien sûr, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, c'est quoi ces batteries? Quelle est la chimie qu'il y a à l'intérieur? Mais la chimie qui est à l'intérieur, c'est comme tout système électrochimique. Vous allez avoir deux électrodes de matériaux d'insertion dans un composé ou dans un électrolyte qui va assurer le transfert des ions lithium. Lorsque vous avez un tel système, la mesure classique, c'est que vous allez directement mesurer le potentiel de sortie en fonction de la capacité. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous allez appeler un ami. Vous allez utiliser un courant constant dans votre téléphone. Et ce qui est vraiment important, c'est tout simplement la surface sous cette courbe, qui est la densité d'énergie, qui va finalement vous dire « j'ai pour 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure d'autonomie ». Et cette surface, ou cette densité d'énergie, eh bien, c'est ce qu'on va essayer directement de regarder. Alors, un autre point qui est important et qu'il faut que vous réalisiez, c'est l'efficacité énergétique.
C'est-à-dire, si j'ai une batterie, je vais directement stocker l'énergie, mais il faut que je puisse la restituer en perdant le moins possible. C'est la raison pour laquelle on parle de ces courbes de charge et de décharge, et la différence ici doit être minime. Et il se trouve que les batteries à ion lithium ont une efficacité énergétique qui approche les 98 à 99%. C'est-à-dire que vous perdez très peu d'énergie en la stockant. Alors voilà, si vous voulez, le problème. Et au niveau scientifique, bien sûr, il va falloir contrôler cette densité d'énergie. Alors, pour la contrôler, c'est très simple. Vous voyez, c'est la seule équation, si je peux dire, en toute modestie, que j'aurai dans cet exposé, dans laquelle la densité d'énergie est égale au potentiel que multiplie la capacité. Alors, le potentiel, pour rester simple, et pour vous donner une idée d'où ça vient, c'est tout simplement que dans ces matériaux, vous avez une structure électronique, il y a des électrons, et il faut savoir où on va localiser ces électrons. Ensuite, la capacité, c'est le nombre d'électrons délivrés, c'est-à-dire c'est le nombre de lithium qu'on va pouvoir faire migrer, qui va dépendre tout simplement de la structure du matériau. Donc voilà à peu près les grosses bases, et je n'irai pas plus loin. Alors maintenant, si on regarde ce système, eh bien, on peut se dire quelle est leur évolution. Eh bien, si je prends tous ces systèmes maintenant, et je regarde leur évolution en fonction du nombre d'années, vous apercevez que les batteries au plomb, dans laquelle j'ai tracé la densité d'énergie, eh bien, n'a ou a péniblement été multiplié par 2 en 150 ans. Par contre, si on regarde le cas des batteries à ion lithium, qui datent de 1991, vous voyez qu'en ce cas, elles ont doublé en 30 ans. Mais, ce que je voudrais attirer votre attention, c'est qu'on est encore très loin de la loi de Moore, qui est une loi qu'on utilise beaucoup dans le domaine du stockage de l'information, où on double la densité des appareils de stockage tous les 18 mois. Et alors, on peut s'amuser à savoir où en serions-nous si on avait pu suivre la loi de Moore dans le cas des batteries. Et à titre d'exemple, d'amusement, si je peux dire, j'ai ici tracé la première batterie au plomb de Gaston Planté à 1860, et maintenant, supposez que je suive la loi de Moore, je multiplie tous les 18 mois. Eh bien, en 1928, eh bien, l'énergie de 1 kg de batterie serait l'équivalent de l'énergie de la première bombe atomique. On peut continuer à s'amuser, et si je vais maintenant en 1950, le même calcul, eh bien, 1 kg de batterie suffirait à fournir toute l'énergie que notre planète a besoin pour directement pendant 1h20. Et encore, eh bien, si je vais en 2006, ça veut dire que 1 kg de batterie pourrait, dans ce cas, eh bien, alimenter l'humanité pendant 50 000 ans. D'où, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un problème et quelle est la difficulté. Et la difficulté, c'est que ces batteries, le principe de fonctionnement, repose sur la chimie et repose finalement sur le nombre d'électrons que vous avez dans une liaison chimique. Et ça, vous êtes limité. Alors c'est la raison pour laquelle de nombreuses recherches ont porté sur ce système depuis, je dirais, pas mal d'années. Et vous avez ici l'arbre généalogique des types de batteries. Et vous voyez que les recherches dans ce domaine ont commencé en 1949 avec de nombreux matériaux qui ont été découverts. Et finalement, elles ont été couronnées il y a de cela 2 ans par le prix Nobel en chimie qui a été adressé à ces 3 pionniers que sont Stanley Whittingham, John Goodenough et Akira Yoshino. Donc voilà, si vous voulez, ces systèmes de batteries. Alors, quelle est maintenant, plus en détail, la chimie à l'intérieur de ces systèmes? Eh bien, voilà le composé que vous utilisez tous dans vos systèmes de batteries. Il s'agit d'une électrode positive qui est un composé de lithium, de cobalt d'oxyde, qui est tout simplement constitué de feuillets métalliques séparés par ces ions lithium que j'ai décrits en jaune. Alors bien sûr, c'est une structure cristallographique. Je sais que vous n'avez pas fait d'études en cristallographie, mais pour montrer ce que c'est, ce n'est rien de bien complexe. Voilà directement ce qu'est ce fameux composé d'intercalation. Et je suis sûr que vous vous rappellerez, ce n'est rien d'autre qu'un type millefeuille dans lequel vous avez la croûte qui constitue directement ces feuillets métalliques et la crème sont les ions lithium que vous pouvez ressortir. Donc voilà ces systèmes. Et là, eh bien, pendant 25 ans, les chercheurs ont essayé
de jouer sur les structures de ces matériaux avec des substitutions chimiques en remplaçant du nickel, du cobalt, du manganèse, ainsi de suite, pour augmenter les capacités. Et aujourd'hui, voilà le jeu sur lequel beaucoup de laboratoires s'amusent en essayant d'augmenter le contenu en nickel. Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose que vous savez certainement, c'est que le cobalt présente pas mal de questions d'éthique au niveau de son extraction et également de son exploitation. C'est la raison pour laquelle il y a une volonté forte de remplacer ce matériau dans ces accumulateurs. Et aujourd'hui, dans les voitures électriques, c'est-à-dire la Zoé et autres, voilà le matériau qu'on utilise. On le dénomme dans notre jargon cyste 2, parce que ça veut tout simplement dire 60% de nickel, 20% de manganèse et 20% de cobalt. Et un dérivé de ce matériau est ce qu'on appelle les phases NCA, dans laquelle maintenant on a de l'aluminium. Et ça, pour votre information, c'est ce qui a été utilisé tout d'abord dans les fameuses Tesla, dont je vais parler par la suite. Alors, ce qui est intéressant dans ce domaine, c'est que je vous ai parlé de la partie scientifique, avec ces prix Nobel, mais il y a certainement une personne qui a eu une influence tout aussi importante, qui est cette personne dont vous entendez sans cesse parler dans la presse, qui est Elon Musk. Elon Musk, je dirais, c'est ce visionnaire qui a révolutionné le domaine des batteries il y a de cela 4 ou 5 ans. Si je peux dire, il a donné un coup de pied dans la fourmilière dans ce monde des batteries, en disant finalement qu'en étant tout d'abord obsédé par le coût, et pour lui, sa devise, c'était tout simplement de fournir de l'énergie propre, à bas coût, à grande quantité, à tout être humain, quelle que soit la position où il se trouve. Et ainsi, le coût des batteries a pu chuter rapidement, où il est à ce jour aux alentours des $100 du kilowattheure, et il est même prédit que dans les 10 prochaines années, il baissera aux alentours de $60 kilowattheure. Et cela, je dirais, a révolutionné le monde des fabricants de batteries, des utilisateurs, même au niveau de la recherche. Vous verrez à la fin de cette présentation ce qui se fait aujourd'hui dans ce domaine. Alors bien sûr, ça a révolutionné, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez un boom du véhicule électrique, avec plus de 150 modèles qui existent, comme indiqué ici. Et dans ce cas, la technologie a atteint un degré de perfection relativement impressionnant, puisqu'on peut atteindre 3 millions de kilomètres sur un véhicule, et avec une durée de 25 ans, à condition de faire tout simplement une charge et décharge par jour. Les prévisions, voilà les prévisions qu'il y aura 150 millions en 2040 de véhicules électriques, mais on parle beaucoup du véhicule électrique, mais il y a une autre application qui est très importante, qui est tout simplement l'application réseau. Et là aussi, il y a des demandes gigantesques en énergie, en stockage pour ces applications. D'où vous voyez, on est en train de vivre une expansion spectaculaire de la production annuelle de batteries. Alors tout ça, bien sûr, a des conséquences importantes en Europe, où on parle beaucoup de souveraineté. Vous avez certainement entendu parler de ces fameuses gigafactories dont Elon Musk en a fait la promotion. On a actuellement en Europe plus aux alentours d'une vingtaine de projets pour la construction de ces fameuses gigafactories. Et en France, il y en a deux, une dans le nord de la France, ACC, et l'autre du côté de Grenoble, Vercors. Grâce à cela, on devrait changer la physionomie de la production de batteries dans le monde, qui est aujourd'hui entièrement dominée à 98% par l'Asie, la Chine, et ainsi de suite. Et on espère qu'en 2030, l'Europe aura un rôle à jouer dans la production des batteries. Donc voilà, si vous voulez, la situation à l'heure actuelle. D'où, comme je vous l'ai montré, il y a une évolution énorme dans le domaine des batteries. Et la question que vous pouvez vous poser, est-ce qu'on a atteint le degré de perfection ou comment pouvons-nous encore les améliorer? Et c'est maintenant ce que je vais essayer de faire avec vous, de vous montrer comment ou quelles sont les recherches qui ont lieu dans les différents secteurs pour améliorer ces différents aspects. Et ces différents aspects sont indiqués ici. Et c'est ceux que vous connaissez. La densité d'énergie, parce que vous voulez tout simplement beaucoup plus d'autonomie,
Okay, vous pouvez le voir directement conduire sur les autoroutes pour beaucoup plus de distance. Tout le monde se plaint de la faible vitesse de charge des batteries. Il y a l'aspect sécuritaire et bien sûr l'aspect éco-compatibilité dont je reviendrai par la suite. Tout ce que je vais vous faire, c'est vous donner finalement un aperçu de ce qui se passe dans ces différents domaines de recherche et en vous montrant que finalement, pour travailler dans le domaine des batteries, il ne faut pas seulement être chimiste du solide, il faut être biologiste, il faut être physicien et ainsi de suite. Et vous allez voir comment tout ça va venir ensemble. Alors, comment augmenter la densité d'énergie? Eh bien, effectivement, dans ce cas, en tant que chimiste du solide, eh bien, on va travailler sur les matériaux. Et voilà les matériaux que je vous ai mentionnés. Et ça, eh bien, c'était les matériaux qu'on utilisait jusqu'à maintenant, dans lequel, eh bien, le principe, c'est-à-dire que lorsque je sors le lithium, j'ai les cations, qui sont ces espèces positives de la structure, qui vont entraîner les systèmes redox. Et il y a de cela 5 ou 6 ans, dans notre laboratoire au Collège de France, eh bien, on a introduit un nouveau concept dans lequel on a conçu des structures, dans lesquelles non seulement les cations, mais aussi les anions, eh bien, peuvent participer à cette réduction cationique et anionique, augmentant ainsi la capacité de ces systèmes. Et vous voyez ici, c'est-à-dire que grâce à ces avancées, eh bien, on a pu doubler la densité d'énergie des matériaux d'électrode, comme indiqué ici. Cependant, la densité d'énergie n'est qu'une seule figure de mérite. Il y a encore certains verrous technologiques à lever sur ces nouveaux matériaux. Mais, à ce jour, BASF s'intéresse fortement à leur développement. D'où, voilà ce qui se passe au niveau des matériaux d'électrodes que vous utilisez. Ensuite, je vous ai parlé finalement de l'électrode positive, mais dans tous ces accumulateurs, il y a une électrode négative. Et dans les accumulateurs à ion lithium, l'électrode négative, depuis 20 ou 25 ans, est toujours le carbone ou le graphite, qui est ce composé lamellaire dont vous connaissez tous. Et là aussi, bien que ce carbone soit fortement utilisé, il y avait un souhait fort de remplacer ce carbone par des alliages, notamment éteints au silicium. Et vous voyez ici que le silicium, théoriquement, vous donne des capacités 10 fois supérieures à celles du carbone. Cependant, la difficulté, c'est que lorsque vous mettez du lithium dans cette particule de silicium, eh bien, pour obtenir ces capacités, vous avez une augmentation de 350% du volume de la particule. Ce qui fait que la particule, eh bien, éclate, vous perdez la percolation électrique et par conséquent, ces matériaux, vous ne pouvez pas en utiliser totalement leur capacité. Et grâce à des recherches, eh bien, il a été montré que si on passait à des matériaux nanométriques, dans ce cas, vous pouvez relâcher les contraintes ou relarguer les contraintes au sein de la particule et de ce fait, on pouvait utiliser ce silicium. Et actuellement, de nombreuses compagnies développent des accumulateurs qui vont contenir jusqu'à 10% de silicium. C'est le cas de Panasonic et CATL. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe. Alors, maintenant, si on regarde dans le futur, eh bien, voilà un peu un schéma des densités d'énergie que l'on a et que l'on peut espérer, avec tous les systèmes dont je vous ai parlé. Je vous ai mentionné NMC, je vous ai parlé de silicium. Mais vous voyez que là aussi, eh bien, on arrive aux alentours de 800 Wh par litre ou 350 Wh par kilo, mais là aussi, les demandes sont encore plus fortes et on voudrait toujours des augmentations. D'où par conséquent, la question, c'est comment aller au-delà de ces valeurs. Et cela m'amène à introduire ce qui suscite aujourd'hui beaucoup d'engouement dans le monde industriel, même dans le monde universitaire, qui sont ces fameuses batteries tout solides. Et là aussi, je pense que si vous avez lu des journaux, ainsi de suite, vous en avez entendu parler. Alors, que sont ces batteries tout solides? Eh bien, ces batteries tout solides ont exactement le même principe de fonctionnement que le lithium dont je vous ai mentionné. La seule différence, c'est que maintenant, rappelez-vous, j'avais un électrolyte qui était liquide, eh bien, je vais tout simplement le remplacer par un électrolyte solide. En faisant ça, tout d'abord, je vais tout simplement
améliorer l'aspect sécuritaire de ces systèmes, puisque je n'aurai plus directement de solvant qui puisse s'enflammer. Par la suite, je peux avoir des améliorations au niveau de la configuration, notamment des configurations bipolaires, dont je ne vais pas rentrer en détail ce que c'est, mais surtout, je peux utiliser le lithium métallique. Et si je fais ça, eh bien, j'ai des gains en spécifique de 60%, et en volumétrique de 40%. Et tout cela, ce renouveau de ces systèmes, provient de recherches fondamentales au niveau des matériaux et surtout d'une découverte qui a eu lieu en 2011 d'un matériau dont la formule est indiquée ici, qui a une conduction ionique très importante, supérieure ou égale, tout simplement, aux ions sodium que vous mettez dans un verre d'eau ou du sel de cuisine que vous mettez dans un verre d'eau. Tout cela, eh bien, par contre, eh bien, il y a toujours des problèmes récurrents, c'est les problèmes des interfaces. Et dans tous ces systèmes électrochimiques, ces interfaces, c'est finalement la jonction entre une électrode, entre un électrolyte. Et ça, je dirais, c'est le cauchemar de tous les systèmes électrochimistes et pour les électrochimistes de tous ces systèmes. D'où par conséquent, eh bien, il va y avoir des difficultés de dendrite, comme on peut voir ici, et là aussi, il va falloir développer toute une chimie de surface pour contrôler ces systèmes. Donc voilà à peu près cette technologie. Et cette technologie, eh bien, vous avez aujourd'hui pas un laboratoire dans le monde, pas un industriel dans le monde qui ne travaille pas sur cette technologie. C'est la raison pour laquelle, tous les jours, vous avez de nouveaux consortiums qui sont en train de se monter pour développer cette technologie. Je mentionne un ici, qui est QuantumScape, qui est une consortium qui réunit Volkswagen, Bill Gates et Continental pour développer la technologie tout solide. J'ai mis celui-ci, mais je pourrais mettre également Solid Power, Ionic Materials, et ainsi de suite. Ça n'arrête pas, ça pousse comme des champignons. Et il y a certainement de bons résultats, mais il y a un domaine, c'est beaucoup d'annonces, et il faut souvent faire attention à ce qu'il y a derrière ces annonces pour en connaître la vérité. Il n'empêche que si vous regardez les évolutions, eh bien, à ce jour, tous les industriels, tous les fabricants de voitures ont ou essaient de s'associer avec de nouveaux consortiums pour être sûrs d'être dans la course de la batterie tout solide et d'être compétitifs dans le futur. Donc voilà une situation qui se vit rarement en recherche, où il y a un engouement scientifique très, très, très important. Donc voilà cette technologie tout solide. J'arrêterai là pour ce qui est l'autonomie, et je voudrais maintenant parler d'un problème qui vous touche également, c'est le problème de la charge rapide. Alors, dans le cas de la charge rapide, eh bien là aussi, vous voulez tous minimiser ce temps de charge. La question, est-ce possible et quelle est la problématique? Eh bien, la problématique, je dirais, elle est double. Il y a tout d'abord la chimie et ensuite la physique. Si je pars au niveau de la chimie, eh bien, je vous ai montré que, dans ce cas, vous avez des particules dans lesquelles les ions doivent directement voyager et être transportés d'une électrode à l'autre. Je vous trace ici les courbes électrochimiques de l'électrode positive et l'électrode négative. Okay? Maintenant, tout simplement, supposez que je veuille directement charger mon accumulateur beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais introduire, dans ce cas, une impédance. C'est-à-dire que je vais tout simplement déplacer mes courbes de charge et de décharge. Et vous voyez ce qui se passe ici? Voilà le graphite. Et si je mets un courant trop fort, eh bien, je vais maintenant aller dans le potentiel du lithium et je fais former ces dendrites. Et c'est ces dendrites qui vont entraîner ces problèmes, ces facteurs de sécurité. Tout ça, c'est l'aspect chimie. L'aspect physique, eh bien, il est lié à la possibilité de transférer des quantités d'énergie aussi importantes lors de la recharge. Et pour cela, si je prends tout simplement le cas de la Zoé, et par de simples calculs, eh bien, si je veux recharger une Zoé qui est 50 kWh bien, en 10 minutes, il va falloir des quantités de courant relativement impressionnantes, 750 ampères, et surtout, les connexions ou les fils de cuivre pour transporter ce courant, pour alimenter et faire ce transfert, sont également relativement importantes. Ce qui fait qu'une charge en 10 minutes
est totalement impossible à ce jour et le restera encore pour longtemps, car ce sont des problèmes intrinsèques de physique et également de chimie. Alors, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Eh bien, j'ai pris deux exemples qui vont vous parler, puisque je reprends la Zoé une fois de plus. Voilà la Zoé qui a une batterie de 52 kWh, 400 volts pour la recharge et 350 km d'autonomie. Alors, je conçois que ces courbes sont relativement compliquées pour vous. Je vous demanderai tout simplement de vous focaliser dans la courbe verte, qui vous montre finalement que pour charger mon accumulateur de 15 à 80%, eh bien, il vous faut à peu près 45 à 50 minutes. Okay? Et ça, c'est des chiffres qu'il faut que vous preniez en considération. Si maintenant je prends, ce que vous adorez certainement, les fameuses Tesla, où il y a des superchargeurs, où dans ce cas, on a des batteries de 74 kWh, 400 volts, 490 km d'autonomie, vous voyez que là, même à les superchargeurs, pour aller jusqu'à 80%, il vous faut aux alentours de 25 minutes. Et si vous voulez faire une recharge complète, eh bien là, ça va prendre, je dirais, 1 heure. D'où le message de tout ça, c'est que dans le futur, eh bien, je pense qu'on pourra effectivement utiliser ces véhicules électriques sur les autoroutes, mais il va falloir tout simplement augmenter le nombre de stations et faire des charges partielles de 50 à 60%. Donc voilà, si vous voulez, je pense, la solution pour le futur. Mais les charges en 5 minutes, ce ne sont que du rêve. Tout ça, c'est l'aspect recharge. Enfin, pour être plus maintenant dans le contexte de cette semaine du développement durable, eh bien, je vais parler effectivement sur l'éco-compatibilité des batteries. Et la question qui se pose, est-ce que les batteries vont être la meilleure option pour diminuer les émissions de CO2? On va voir cela. La réponse est oui, mais il va falloir faire attention. Et en effet, jusqu'à maintenant, si on regarde l'apport des batteries au niveau du CO2 dans le monde du transport, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une réduction colossale de 0,4 gigatonnes et on prévoit qu'en 2030, eh bien, on aura tout simplement une décroissance supplémentaire de 2,2 gigatonnes, qui est cependant seulement 50% de ce qu'on a besoin. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment faisons-nous ça? Eh bien, ce que je vais vous montrer, c'est que, pour faire très attention, est-ce que le véhicule électrique est, pour sûr, la meilleure option pour le CO2? Et ici, je vous ai montré quelques graphes dans lesquels je vais prendre tout simplement, vous montrer l'importance de la source d'énergie primaire. Vous avez ici le nombre de CO2 en grammes par kilomètre pour le véhicule thermique et ensuite pour le véhicule électrique, comme indiqué ici. Et vous voyez que le véhicule électrique, et vous voyez qu'en ce cas, un véhicule électrique dans lequel l'énergie première provient de centrales thermiques. Et vous voyez qu'en ce cas, vous n'avez aucun gain à passer au véhicule électrique. D'où le message très fort que je voudrais passer, c'est qu'un véhicule électrique n'a de sens que si l'énergie primaire est propre, ou d'autant plus propre. Et ça, c'est très important de prendre en considération. Alors, si on a cela, ensuite on peut décliner au niveau de la batterie et voir ce qui se passe au niveau de la batterie. Bien, la batterie par elle-même n'est pas exempte d'émissions de CO2, notamment lors de sa fabrication et autres. Et vous avez ici une analyse du cycle de vie de la batterie dans lequel vous avez tous les maillons de la chaîne qui vont de l'extraction des minerais à la fabrication et, je dirais, son recyclage. Et si on fait un bilan CO2, eh bien on s'aperçoit qu'il faut une énergie nécessaire de 327 kWh pour fabriquer 1 kWh de batterie et qu'on rejette 90 kg. D'où par conséquent, vous voyez que là aussi, au niveau de la batterie, eh bien, on a des améliorations à faire et c'est ce que je vais maintenant me consacrer pour le reste de cette présentation. Alors, ces améliorations, eh bien, on va regarder où est-ce qu'on peut les faire. Si on regarde la batterie par elle-même, eh bien, la batterie à ion lithium a tous ses composants et je tiendrai juste à souligner ici que si on veut développer ces batteries en Europe aujourd'hui, il faut importer 80% des matériaux. D'où là aussi, il y a un problème de développement durable. Au niveau scientifique, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va travailler sur différents secteurs. On va essayer de regarder de nouvelles chimies qui seront directement plus obéissantes aux préceptes du développement durable. On va essayer d'augmenter la durée de vie des batteries et surtout considérer le problème du recyclage, et c'est ce d'ailleurs qui va conclure cette présentation.
Alors si on regarde maintenant les nouvelles chimies, eh bien, ce souci du développement durable a engendré, au niveau de la recherche, un foisonnement scientifique de nouvelles chimies, avec des systèmes du type lithium-air, lithium-soufre, des multivalents, des systèmes, des batteries à flux circulant, et voire des batteries à ion sodium. Actuellement, je dirais, aucune de ces batteries n'a atteint un état de maturation suffisante, à l'exception d'une dont je vais directement commenter maintenant. Il s'agit de la batterie sodium-ion. Et cette batterie sodium-ion, eh bien, pourquoi elle est intéressante? Pour la bonne et simple raison, c'est que le sodium est beaucoup plus abondant que le lithium, tant au niveau de la croûte terrestre qu'au niveau directement des eaux de mer. Et de plus, cette recherche sur le sodium-ion n'est pas, je dirais, innovante, puisque si vous regardez la littérature, il y avait un écrivain, Jules Verne, qui, de cela 150 ans, avait déjà prédit que la technologie sodium-ion serait tout simplement des plus intéressantes dans le cadre du développement durable. Et je vous encourage directement à lire son roman « 20 000 lieues sous les mers » où il décrit cela. Vous voyez, en recherche, des fois, il faut faire son histoire pour savoir ce qui est important. Et effectivement, on a, dans le cas du réseau français, développé cette technologie à ion sodium, qui est basée sur ces composés indiqués ici, qui sont des polyanioniques, et du carbone, comme la technologie à ion lithium. Donc là aussi, je vais être très rapide pour vous donner une idée de comment la recherche se passe. Eh bien, il a fallu, dans ce cas, trouver les bons matériaux, les bons électrodes, les bons électrolytes pour réussir dans cette technologie. Eh bien, on a, par des recherches en chimie organique, des recherches de configuration d'électrolytes, essayer de trouver les bons électrolytes pour minimiser les réactions secondaires, et finalement, si je peux appeler l'électrolyte magique, qu'on a mis au point, est un électrolyte qui est constitué de ces 4 molécules organiques qui, en agissant par synergie, bien, vont minimiser les réactions secondaires aux interfaces. Et grâce à cela, eh bien, on a pu obtenir des performances très intéressantes de ces technologies sodium-ion en cyclage, mais également en puissance pour, à ce jour, concurrencer la technologie lithium-ion à ce niveau. Tout cela, bien qu'il représente 6 ou 7 années de recherche, a conduit à la création d'une filiale française sur la technologie sodium-ion qu'on appelle Tiamat, qui commercialise ou qui est en train de commercialiser ces types d'accumulateurs, notamment pour des marchés de puissance et avec des contrats avec Plastic Omnium, Solvay et ainsi de suite, pour tout ce qui est le mille-hybride au niveau européen, le 48 volts. Mais là aussi, on n'est pas les seuls, et il y a déjà une concurrence énorme qui s'intensifie, avec notamment au Royaume-Uni, un autre consortium, une autre compagnie qui est Faradium, et surtout en Chine, où le géant chinois CATL eh bien, a annoncé que depuis juillet 2021, il se lançait tout simplement dans la technologie sodium-ion. D'où, c'est pour vous montrer finalement ce qui se passe dans ce domaine. Alors maintenant, j'ai adressé les différentes chimies, et maintenant je voudrais adresser comment et quelle recherche se fait pour augmenter la durée de vie de ces batteries. Et c'est là que vous allez voir qu'on est en train directement de penser bien au-delà de ce qu'on est très confortable, c'est-à-dire notre chimie de tous les jours. Et vous allez voir des aspects de bio, des aspects, je dirais, d'architecture, de bâtiments qui vont surgir. La question qui se pose maintenant, eh bien, comment on peut rentrer de l'intelligence dans ces batteries pour qu'elles soient plus durables, plus éco-compatibles, et ainsi de suite. Et la problématique que l'on a, eh bien, c'est qu'on a, voilà la cellule et voilà le système. Et ce qu'il faut à tout prix, excusez-moi, c'est tout simplement comprendre ce qui se passe au niveau de ces accumulateurs, et surtout lorsqu'on va au véhicule électrique, comment on peut contrôler l'état de santé des batteries. Alors pour ce faire, eh bien, ce qu'on veut, c'est tout simplement, on veut donner une double vie à l'accumulateur. C'est-à-dire qu'une batterie qui aurait été utilisée dans le cas du véhicule électrique et qui est, je dirais, tant soit peu fatiguée, eh bien, comment la régénérer et la mettre dans d'autres applications, c'est-à-dire lui donner une double fonctionnalité. Et pour ce faire,
eh bien, automatiquement, il faut que vous connaissiez l'histoire de la batterie, il faut que vous ayez une certaine traçabilité. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cas, on s'est inspiré finalement du domaine de la médecine, où on va tout simplement maintenant essayer d'aller mettre des capteurs à l'intérieur de cet accumulateur pour qu'on ait finalement des informations sur toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans cette boîte noire qui est la batterie. C'est exactement la même chose, c'est que lorsque vous avez une opération, on va directement insérer des fibres optiques pour faire en sorte que l'on puisse communiquer ce qui se passe à l'intérieur à l'extérieur. Eh bien, on va tout simplement développer de tels systèmes. Et pour ce faire, eh bien, on va utiliser, dans ce cas, le domaine de la physique, le domaine des fibres optiques, et on va utiliser ce qu'on appelle des réseaux de Bragg, qui sont fortement utilisés en génie civil pour les pompes, voire dans l'aviation, pour regarder les fractures au niveau des ailes et ainsi de suite, dans les batteries. Et ici, ce qu'on fait, on va utiliser ces fibres optiques. Vous voyez votre accumulateur, on va les insérer et on va tout simplement contrôler ce qui se passe au niveau de la température et au niveau de la pression. Et vous voyez, on a ces signaux, et ces signaux sont relativement importants. Celui-là, notamment, je ne détaillerai pas davantage, qui est cette réaction à cette fameuse interface que je mentionnais. Si c'est une réaction chimique, si c'est une réaction chimique, réaction de décomposition, elle va générer des gaz, et on peut également, en jouant sur la fibre optique, mesurer les gaz. On peut poursuivre, et on peut maintenant, c'est tout récent, on peut, en jouant sur des fibres optiques, on peut maintenant savoir exactement les réactions chimiques qui ont lieu lorsque vous utilisez votre accumulateur, en mettant ici une fibre optique chalcogénure à l'intérieur de votre accumulateur du 250. Ça veut dire qu'à ce jour, on peut tout simplement suivre la dynamique de la chimie au sein de la batterie et avoir finalement une histoire de cette fameuse batterie. D'où par conséquent, eh bien, nous sommes en train de générer des données colossales de paramètres, d'observables. Jadis, on mesurait la température et le courant et la résistance. Aujourd'hui, on a accès aux contraintes au niveau des matériaux, on a accès aux compositions des matériaux, on a accès aux réactions parasites et également à l'épaisseur de cette fameuse interface. Bien, tout ça, comme je vous le disais, va fournir des quantités de données gigantesques dans lesquelles on va tout simplement utiliser l'intelligence artificielle et le machine learning pour les traiter et pour dessiner ou pour concevoir des systèmes de gestion de batteries beaucoup plus avancés et beaucoup plus intelligents, comme indiqué ici. Et grâce à ça, eh bien, on va pouvoir utiliser à meilleur escient la batterie, pousser celle-ci à ses limites et savoir finalement quand est-ce qu'une batterie sera, je dirais, on devra la recycler ou on devra directement lui donner une nouvelle des fonctionnalités. Alors tout ça, c'est intéressant, mais si vous suivez également le parallèle que je vous ai fait avec le domaine de la médecine, c'est la même chose. Vous avez une maladie, vous avez une tumeur, vous allez dans un hôpital, on va vous dire vous avez la tumeur, mais on ne va pas en rester là. On va essayer tout simplement de la soigner. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on va faire la même chose dans le domaine des batteries. On va tout simplement, dans ce cas, eh bien, essayer de faire de l'autoréparation de ces systèmes. C'est-à-dire, on va tout simplement, dans ce cas, eh bien, trouver des substances que l'on va pouvoir insérer dans les accumulateurs lors de leur assemblage, qui, lorsqu'on aura détecté une défaillance, on va pouvoir, par un stimulus, que ce soit la température, un champ magnétique, ainsi de suite, eh bien, déclencher et aller réparer cet accumulateur. Et pour faire cela, eh bien, pour vous dire, on touche effectivement au domaine de la bio, au domaine du supramoléculaire, où on utilise ces molécules qui sont capables directement d'absorber des espèces actives dans les batteries et les relarguer sous l'effet d'une contrainte. D'où l'aspect visionnaire que l'on a aujourd'hui de ces accumulateurs, il est indiqué ici, c'est-à-dire que dans 10-15 ans, les accumulateurs n'auront pas que deux sorties, électrode positive et électrode négative. Il y aura également, je dirais, une sortie analytique qui va tout simplement communiquer avec un système de BMS et qui va, en retour, communiquer avec le système d'actuateur. D'où voilà, si vous voulez, ce qu'on fait pour essayer d'allonger cette durée de vie des batteries. Okay. Et maintenant, je voudrais passer au dernier point pour terminer cette conférence, qui va être le cas du recyclage.
que faisons-nous des batteries et qu'allons-nous faire de ces batteries? Alors j'introduirai cela en revenant dans l'histoire. En revenant dans l'histoire, il y a l'histoire du plastique. Dans les années 1900, c'était l'ère des polymères, et tout le monde était excité par les multitudes d'applications que l'on pouvait concevoir avec ces matériaux et ces polymères. Il se trouve qu'aujourd'hui, eh bien, la pollution plastique est aujourd'hui le problème majeur lié à cette industrie. Et la question qu'on peut se poser, ou qu'on veut, c'est qu'il faut anticiper, et il faut surtout qu'on n'ait pas la même chose dans le domaine des batteries. D'où il faut agir aujourd'hui et voir comment on va recycler ces batteries, et notamment lorsqu'il y a un grand volume. Et lorsqu'on parle de recyclage, et parle de grand volume, et effectivement, si on regarde les chiffres, aujourd'hui, on est aux alentours de 700 gigawattheures de batteries, d'énergie stockée par les batteries. Si on fait de simples calculs, avec 150 Wh par kilo, ça veut dire qu'on va avoir aux alentours de 5 millions de tonnes par an de batteries à recycler. Et ça, eh bien, il faut bien en prendre conscience, et on doit aujourd'hui planifier et anticiper pour ce recyclage. Et à ce niveau, eh bien, là aussi, il y a pas mal de recherche qui se fait. Recherche qui se fait pour, je dirais, dévier des méthodes classiques, parce qu'aujourd'hui, les méthodes qu'on utilise sont des méthodes qui sont la pyrométallurgie, qui, dans ce cas, utilise des traitements aux températures, ou l'hydrométallurgie, qui utilise des quantités de solvants, je dirais, conséquentes. Et généralement, ce recyclage, des fois, va générer plus de CO2 que si on avait directement les matériaux qui provenaient tout simplement des minerais, et ainsi de suite. D'où on est en train de développer des méthodes directes, des méthodes qu'on puisse séparer, je dirais, de façon physique, les différentes électrodes ou les différents composés, et ainsi de suite. Et aussi, une vue long terme, c'est tout simplement repenser la configuration des accumulateurs. Car ces accumulateurs spiralés que vous avez directement dans tous les objets, eh bien, c'est des concepts qui n'ont pas évolué depuis plus d'une centaine d'années. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi pas concevoir dans le futur des batteries de type Lego, dans lesquelles on pourrait tout simplement changer un des composants sans détruire la batterie et ainsi être beaucoup plus, je dirais, vertueux dans les domaines du recyclage et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, les genres de recherche qui se font dans ce domaine. Et à ce stade, eh bien, je voulais tout simplement conclure en essayant de vous rappeler les 5 ou 6 domaines que j'ai mentionnés, où la science tente d'avancer au plus vite, qui sont au niveau des matériaux à haute capacité, développement des batteries solides, au niveau de l'écocompatibilité avec les technologies du type sodium-ion, au niveau de la batterie intelligente pour assurer la durabilité et augmenter leur durée de vie, et au niveau du recyclage pour avoir des systèmes beaucoup plus vertueux. Et par conséquent, je dirais que j'espère vous avoir convaincu qu'on a encore beaucoup de challenges, mais il faut surtout que vous preniez ces challenges comme des sources d'opportunités et d'espoir pour minimiser l'empreinte CO2 pour une meilleure planète. Et ça, je pense que la recherche avance, mais il ne faut pas être trop impatient. Il y a de nombreux progrès qui se font, mais cette transition énergétique, elle ne va pas avoir lieu en 3 ans, mais ça prendra des dizaines d'années. Et enfin, j'espère que vous avez vu convaincu qu'en ce domaine, eh bien, pour qu'on avance, il y a une synergie, je dirais, importante entre les connaissances scientifiques fondamentales et les technologies au niveau des matériaux. Et ça, c'était essentiel dans le domaine des batteries. C'est une recherche dans laquelle vous avez toujours, je dirais, un jeu de ping-pong entre le fondamental et l'appliqué. Et, bien sûr, je terminerai sur cette citation de Jean-Yves Cousteau, la recherche fondamentale doit être maintenue, car c'est de là que viennent les plus grands progrès scientifiques. Donc, j'espère vous avoir donné un aperçu du monde des batteries, de la diversité de la science qui est nécessaire pour se projeter dans ce domaine, et peut-être vous avoir convaincu à venir rejoindre ces recherches qui sont passionnantes, comme j'ai essayé de vous le montrer. Merci à tous.